Ravi de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les grandes lignes. Ousmane Gawal Diallo, Ibrahima Cherif Ba, Abdoulaye Ba et Selou Baldé ont obtenu une liberté provisoire après près d'une année en détention. Une annonce qui a suscité beaucoup de réactions. Vous aurez celle de son avocat et d'un politique dans ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a annoncé que toutes les structures syndicales sont exclues de l'organisation du baccalauréat unique. La réaction du porte-parole du syndicat national de l'éducation, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, à travers un communiqué du directeur de l'administration pénitentiaire, 4 hauts cadres de l'UFDG viennent de bénéficier d'une liberté provisoire sous condition pour des raisons de santé. Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats du collectif, estime que cette faveur devrait être élargie. Il a été rencontré ce samedi 17 juillet par Bintou Souma et Moustapha Diani. Détenu à la maison centrale de Conakry depuis novembre 2020, Ibrahima Cherif Ba, Ousmane Gawal Diallo, Mamadou Selou Baldé et Abdoulaye Ba viennent de bénéficier d'une liberté provisoire pour des raisons de santé selon le communiqué du directeur de l'administration pénitentiaire. L'avocat maître Pépé Antoine Lama reste sur sa faim face à cette décision. Nous aurions souhaité que cette faveur ne se limite pas seulement qu'à ces 4, qu'elle soit étendue à tous les autres détenus politiques, à commencer par Kiaboum Bokola Haba, qui a été également incarcéré à la maison centrale. Nous avons aujourd'hui plus de 400 Guinéens qui sont détenus à la maison centrale à cause de leur opinion. Si c'est par cette manière-là que l'exécutif décide ou choisit de mettre en liberté nos clients, ben c'est tant mieux. A rappelé que ces 4 hauts dirigeants de l'UFDG sont libérés sous condition. Toute violation de cette décision entraîne sa révocation. Cet avocat estime que le droit n'est pas respecté. Nous savons, l'exécutif le sait, dans quelle forme elles peuvent être mises en liberté. Mais qu'on apprenne qu'ils ont bénéficié d'une mise en liberté sous condition. Personnellement, je m'interroge sur la motivation juridique parce que la liberté conditionnelle intervient pour des personnes condamnées qui sont en train d'exécuter, n'est-ce pas, leur peine. Et une telle mesure est envisagée par le juge de l'application des peines. Je ne sais pas qui a entrepris cette mesure et sur le fondement de quel texte cette mesure est envisagée. Pour le moment, aucune date pour leur jugement n'est fixée. Cet avocat promet que ce dossier sera relancé dès le début de la rentrée judiciaire prévue pour le mois de septembre. Suite à la liberté provisoire accordée aux 4 leaders de l'UFDG, le responsable du mouvement pour la solidarité et le développement s'est exprimé sur ce sujet à travers un entretien qu'il a accordé à notre rédaction. Alpha Oumar Diallo signe ce reportage. Après des mois de détention à la maison centrale de Conakry, ces 4 cadres du parti UFDG viennent de bénéficier d'une liberté provisoire. C'est le directeur de la garde pénitentiaire qui a fait l'annonce à travers un communiqué publié sur des médias en place. Face à cette décision juridique, le président du mouvement pour la solidarité et le développement estime que cette clémence devrait s'élargir. Nous nous félicitons de leur libération, mais nous dénonçons vivement la manière pour la description du climat que nous vivons. En tant que président du parti MSD, je demande solennellement le pardon réclamé pour la libération de tous les détenus politiques, de commandant AOB, Atumba Diakité, Ousmane Gawal, Diallo et autres. Ces détenus, tous membres du bureau politique de l'UFDG, ont été libérés pendant qu'un cadre permanent de dialogue politique et social est annoncé. Abdoulaye Diallo déplore la façon dont le pays est géré par le régime d'Alpha Condé. Le cadre de dialogue institué par le président de la République, c'est-à-dire usurpe la fonction du gouvernement et de toute autre institution de la République. Quand le gouvernement fonctionne normalement,
l'Assemblée fonctionne normalement, les différentes cours fonctionnent normalement, les partis politiques fonctionnent normalement. C'est ce qui représente le cadre permanent du dialogue. Maintenant, dire qu'on va faire un cadre à côté, c'est usurper la fonction des premières institutions. Ces 4 détenus politiques ont été arrêtés en novembre 2020 pour leur opposition au 3e mandat d'Alpha Condé. Ils ont été accusés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation après la présidentielle du 18 octobre. Restons toujours dans le même cadre politique pour dire que le président du MSD s'est aussi prononcé sur le pluralisme des alliances politiques en Guinée. Abdoulaye Diallo envoie des pics à certains partis politiques qui migrent vers des alliances. On l'écoute au micro d'Alpha Oumar Diallo. Un parti, c'est une idéologie, un projet de société, un programme de gouvernement. Donc, moi, je vois mal comment je peux laisser mon parti avec mon programme, mon projet de société, aller dans un autre parti, être avec un autre parti, pour quoi faire? Donc, mais l'absence de civisme et la malcompréhension de la pratique de la politique fait que les gens ils sont désœuvrés. Ils ne font rien au sein des formations politiques. Les idées manquent. Donc, c'est ce qui pousse les gens à être ensemble, faire pour la photo de famille et pour paraître, aller voir les institutions internationales, pour aller faire un clin d'œil vers la présidente de la République, pour être repéré. Le MSD ne fait pas de semblant. Je vous le disais également lors de la cérémonie de clôture de l'atelier préparatoire des examens nationaux en Guinée. Ce vendredi, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a annoncé que toutes les structures syndicales sont exclues de l'organisation du baccalauréat unique. Une décision contre laquelle s'insurge le porte-parole du syndicat national de l'éducation, Mariam Kindibari et Al-Hassan Souma, pour plus de détails. Le syndicat national de l'éducation monte au créneau pour dénoncer l'exclusion des structures syndicales dans l'organisation du baccalauréat unique par le ministre Dr Banoubari. Dr Banou peut-être a écouté ses conseils pour dire qu'il faut exclure les structures syndicales dans le processus des examens. Et là, quiconque entend parler exclure l'intersyndical dans le processus des examens, c'est un grand point d'interrogation, puisque peut-être c'est une façon de faire taire tous les manquements qui seront vus sur le terrain. Et c'est le syndicat qui est habilité à dénoncer, à suivre le processus et à dénoncer publiquement tous les manquements. Une décision injuste selon ce syndicat. Il compte écrire au ministre afin qu'il revienne sur celle-ci. C'est dénoncer, communiquer et puis écrire une lettre au ministre pour dire que non, qu'il ne faut pas du tout exclure. On va l'écrire une lettre automatiquement pour le dire que cette décision n'est pas la bienvenue. Et aussi, nous allons communiquer comme on est en train de le faire, par tous les canaux de communication, nous le dirons, et qu'en cas de cas, et là, lui-même, il verra que c'était une décision qui ne devait pas être prise. Parce que la plupart des manquements sont structurés par les structures syndicales. Selon certains observateurs, le ministre Banoubari n'accorde pas assez d'importance à des structures syndicales, car depuis son arrivée à la tête du MENA, il n'envisage aucune rencontre avec ces acteurs du système éducatif. La prolifération des forages en Guinée est devenue un phénomène récurrent à Conakry et à l'intérieur du pays. Le dernier recensement du ministère de l'Hydraulique dénombre 30 000 forages dans la capitale, une situation qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Ce samedi, nous avons rencontré un spécialiste du domaine pour plus de précisions, Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Suite à l'incapacité de la SEG à fournir régulièrement de l'eau potable aux différents ménages de la capitale, certains responsables de famille sont obligés de mettre des forages. Cependant, cette prolifération anarchique des forages ne reste pas sans conséquences sur l'environnement. Et dans le quartier, vous allez trouver au moins 5 à 10, 20 forages dans un même quartier. Et là, le premier danger, c'est quoi? Ils vont pomper l'eau qui se trouve dans la nappe phréatique.
en pompant cette eau dans la nappe phréatique, le premier danger, dans 1, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'un réservoir d'eau, ils vont épuiser le réservoir d'eau. Tous les jours, ils pompent tous les jours des dizaines de mètres cubes. À la longue, dans 5 à 10 ans, la nappe, elle est sèche. Le réservoir est vide. Si le réservoir est vide, pendant ce temps, les ingénieurs de génie civil, des gens qui construisent des bâtiments, ils sont en train de construire sur le même site. Alors que la géologie du site est déjà fragilisée. Ces bâtiments-là vont exercer une pression sur le sol. Et en dessous de ce sol-là, vous avez le vide. On dit souvent que la nature a horreur du vide. Il y aura tout de suite la pression de ces bâtiments sur le sol. Et en dessous du sol, vous avez un vide. Il y aura ce qu'on appelle un affaissement. Le sol descend, le bâtiment subit des secousses tout de suite. Le bâtiment s'écroule. Au-delà des impacts environnementaux, les consommateurs des eaux souterraines provenant de ces forages sont exposés à des conséquences sanitaires sans précédent, soutient Aboubacar Kamara. Parce que quand vous faites vos forages en pleine ville, vous avez les puits perdus, vous avez les fosses septiques, des toilettes. Vous avez des fosses septiques qui vont jusqu'à 4, 5, 10, 15 mètres de profondeur. Et à côté, vous avez une nappe phréatique qui est très voisine. Et la nappe phréatique, c'est une rivière qui coule sous la terre. C'est une rivière qui coule. Vous pompez cette rivière-là. Et cette rivière-là peut ramasser quelques débris des fosses septiques. Et dans toutes les fosses septiques, normalement, vous avez des virus, vous avez des micro-organismes, vous avez des bactéries, vous avez tout là-dedans. Alors, ça veut dire que vous avez un cocktail de micro-organismes qui se trouvent dans cette eau-là. Après plus de 50 ans d'indépendance, la quasi-totalité de la population guinéenne peine à accéder à l'eau potable. Page santé dans ce journal, la situation de la pandémie Covid-19 devient de plus en plus préoccupante en Guinée. Déjà, le pays vient d'enregistrer 124 cas confirmés du nouveau variant Delta selon l'ANSS. Ce samedi, notre rédaction a rencontré un épidémiologiste qui s'est exprimé sur le sujet. Il est au micro de Yaya Bari. La situation de la pandémie Covid-19 se complique de plus en plus en Guinée. Le variant Delta est d'une gravité extrême par rapport aux possibilités de contamination. Une situation que déplore ce médecin. En Guinée, il y a eu beaucoup de cas qu'on a enregistrés. Et ce nombre de cas, si vous voyez les 2 dernières semaines que l'ANSS a donné les informations, vous avez vu un pic, une montée grave du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Donc c'est ce qui fait que c'est préoccupant. Et cette variante est très très préoccupante par sa force de propagation par rapport aux autres. Sur la provenance de ce nouveau variant jugé très dangereux par des spécialistes, Dr Alpha Mahmoud Bari explique. C'est qu'en Guinée, ce sont ces gens qui sont venus de l'extérieur le plus souvent qui nous ont amené le coronavirus en Guinée. Donc c'est eux aussi qui continuent à amener le coronavirus, ce variant Delta. Cependant, pour éviter le pire, il fait des propositions avant de lancer un appel aux populations et aux autorités. Ce variant augmente le nombre de cas. Il y a l'abandon par la communauté ou par la population des comportements à moindre risque. Il y a la vaccination qui est encore faible. On est à 4% de la population qui ont été vaccinés. 4%, c'est très faible. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de vaccin, il y a les vaccins. Mais c'est que les gens ont tendance à hésiter pour aller se faire vacciner. Donc, ce que je dirais aux populations, c'est premièrement prendre conscience que c'est une activité, une affaire individuelle. Chaque individu doit jouer son rôle. Au niveau des autorités, il faut donner tous les moyens leur permettant aux agents ou aux services en charge de cette maladie de prendre en charge cela. À date, 485 patients reçoivent des soins dans les différents CTE du pays et un autre groupe de 159 sont pris en charge à domicile selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire.
Direction l'intérieur du pays, à Zérékoré, la fièvre Lassa a fait une nouvelle victime. Il s'agit d'une jeune fille de 12 ans décédée dans la nuit du jeudi 15 juillet au vendredi 16 juillet 2021 au CTP de la dite ville. 3 cas de fièvre Lassa ont été récemment dépistés dans la préfecture, dont 2 sont sortis guéris. Pendant ce temps, la pandémie à coronavirus, pour sa part, est en train de gagner du terrain. Reportage Paul Foromo Sakouvogi, correspondant régional. C'est une nouvelle victime que la préfecture de Zérékoré vient d'enregistrer. Une jeune fille de 12 ans a rendu l'âme dans la nuit du jeudi après être testée positive à la fièvre Lassa dans la même journée. 2 autres sont sortis guéris. La fièvre Lassa, hier ils ont dépisté encore un cas, malheureusement qui est décédé la nuit. Maintenant nous sommes partis dans la famille, on a recensé les contacts, ils sont en train de suivre. Vraiment la famille a bien collaboré, ils sont en train de suivre les contacts là-bas. Sinon on avait déjà dépisté au moins 3 cas, mais les 2 là sont guéris, mais c'est la petite bière là qui n'a pas survécu. La préfecture semble être fortement touchée par la Covid-19. De nos jours, on note une trentaine de personnes testées positives, dont quelques-unes sont sorties guéries. Une chose qui inquiète les autorités sanitaires de la préfecture. La Covid là est en train de gagner le terrain. Actuellement, on fait le dépistage massif. Il y a des complications. Hier, on comptait au moins 30 cas. Il y a certains qui sont sortis. Il y a d'autres qui ont été évacués sur cet épi. La directrice préfectorale de la santé a lancé un message à tous les citoyens, celui de reprendre le port des masques et le respect des mesures barrières. Elle demande également aux citoyens d'assainir les habitations pour éviter qu'elles soient fréquentées par des rongeurs. Ils n'ont qu'à reprendre le port des bavettes, de respecter les distanciations et de se laver les mains. Pour la fièvre Lassa, c'est de tuer tous les rats qui sont à la maison, de tuer toutes les souris. Parce que c'est à partir de ces excréments-là qu'on se contamine. Nettoyer l'alentour de leur maison pour ne pas que les souris rentrent dans les brousses-là pour pénétrer dans les maisons, c'est si bon. La préfecture de Zérékoré est touchée par différentes épidémies dans le pays. Alors que l'OMS vient de déclarer la fin de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la préfecture, la fièvre Lassa continue de faire des victimes, tout comme la Covid-19. En interactualité, inondation dans le sud-est de la République démocratique du Congo, plus de 280 000 personnes affectées. Selon le rapport publié ce jeudi, les pluies des mois de mars à mai de cette année en RDC ont causé la mort de 16 personnes. Le ministère des Affaires humanitaires a apporté aux sinistrés une assistance en abri et en nourriture. Mariama Bari nous signe ce commentaire. Les pluies des mois de mars à mai de cette année en République démocratique du Congo ont causé la mort de 16 personnes. Plus de 26 000 habitations et 260 écoles ont été détruites, ainsi que des centres de santé dans la province du Tanganyika, affirme OCHA, le Bureau de coordination de l'action humanitaire de l'ONU, selon nos confrères de RFI. À ce jour, la plupart des sinistrés ont trouvé refuge dans des familles d'accueil. D'autres sont relogés, mais dans des conditions précaires. L'impact des inondations dépasse la question des logements perdus. Face à cette situation, le gouvernement provincial du Tanganyika propose à long terme de délocaliser les quartiers. Natacha Moulange, ministre provinciale des Affaires humanitaires. Ces endroits identifiés doivent être dotés d'infrastructures de base. On ne peut pas délocaliser des gens et les mettre dans des endroits où il n'y a ni eau, ni électricité, ni centre de santé, ni école. En attendant, le ministère des Affaires humanitaires a apporté aux sinistrés une assistance en abri et en nourriture. Une aide que ces derniers qualifient de largement insuffisante. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément de Mariama Bari que prend fin cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.